Et la suite, c'est la quatrième et dernière table ronde, la table ronde numéro 4, financer son projet Deep Tech. Comment faire et à quel moment, que j'aurai le plaisir d'animer en compagnie d'Étienne Montanger, délégué innovation BPI France, Soufiane Carcaillet, chargé de mission entrepreneuriat étudiant, transfert de technologie région Île-de-France, Joël Crouzet, qui est CEO, maintenant vous savez ce que ça veut dire, je ne le décline plus, d'Hermium Therapeutics, et Fabien Liéval, que vous connaissez, que je vous représente, qui est entre autres cofondateur et président de Ewell. Allez-y, prenez une place, n'importe laquelle sauf la mienne. Il manque Joël, je crois. Il arrive ? Ah, il se prépare, il arrive, très bien. Le temps que Joël nous rejoigne, on fait un tout petit tour de table pour se présenter si besoin en était. Je vais commencer par vous, puisque finalement on a beaucoup entendu parler de BPI France sans vous écouter jusqu'à présent. Le rôle de BPI France dans la Deep Tech, il est de A à Z quelque part, et c'est vous qui un peu l'incarnez aujourd'hui. Oui, exactement. Nous, pour resituer un petit peu, du coup, je suis délégué innovation. J'ai une équipe d'une quinzaine de personnes chargées d'affaires, chargées d'études, qui sont au contact des entrepreneurs. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets, chercheurs, doctorants, voire même autres types de profils, comme on a pu le voir aujourd'hui, dans leur projet de création d'entreprise, de la création jusqu'à finalement leur autonomie financière. On parle souvent d'introduction en bourse, mais il y a plein d'autres contextes possibles. Pas que le CAC 40 dans la vie, quoi. Il n'y a pas que le CAC 40, pas encore. Nos missions donc, sont principalement sur le plan financier, d'aider les entreprises via des subventions pour leurs projets de R&D. Ça peut être des subventions au fil de l'eau, ça peut être des concours comme iPhD dont on a parlé, iLab, concours iNov, et toute une offre aussi de prêts qui accompagnent principalement des levées de fonds, prêts d'amorçage et prêts amorçage d'investissement, prêts innovation, qui vont permettre à la start-up de faire finalement levier sur cette levée de fonds pour aller plus vite et plus loin. Donc vraiment avec ces deux aspects, un, développer la R&D, et ensuite deux, aider la start-up à grossir. Il y a plusieurs équipes en Île-de-France, même en France, il y a une cinquantaine de bureaux en France, 4 bureaux en Île-de-France, et l'idée vraiment c'est d'être au contact des entrepreneurs pour les accompagner au mieux dans leurs problématiques en ayant une connaissance précise de l'écosystème qui leur correspond. Entrepreneur Deep Tech et pas seulement, si on vous entend. Effectivement, on développe de plus en plus cet entrepreneuriat Deep Tech parce qu'on pense que vraiment c'est la solution pour répondre aux défis actuels. Mais pour autant, on accompagne aussi toutes les startups assez classiques du numérique, de la food tech. Dans la santé, on a beaucoup de projets également, donc c'est vraiment très très large. Merci beaucoup. Je vais passer à vous, Soufiane. Bonjour. Vous représentez la région. La région toutes les régions ont des rôles prédominants dans l'innovation, la deep tech en ce qui nous concerne aujourd'hui. On aura une slide à présenter juste après, mais elle est un peu effrayante. Donc je vais d'abord vous faire parler de votre rôle au sein de la région, en particulier sur l'entrepreneuriat étudiant. Oui, mon capitaine. Alors, la région est impliquée depuis maintenant 2016 sur les sujets entrepreneuriat étudiant, avec la mouture je vais dire un gros mot, le SRI, pour le schéma régional. Le fameux schéma régional. Enfin, pas fameux, mais le schéma régional. Ouais. Qui est en cours en ce moment on est en train de travailler sur la deuxième version, et l'entrepreneuriat étudiant est issu de cette première version. L'idée, c'était de se dire qu'il fallait faire émerger les talents au sein des campus, et que l'entrepreneuriat, il y a une dizaine d'années, quand on était étudiant, on partait à l'étranger. Maintenant, ça s'est acquis et on monte un projet de start-up. L'avantage qu'on est étudiant, c'est que ça permet de toucher à un nombre conséquent de thématiques. Et même si le projet n'aboutit pas, le taux d'employabilité de l'étudiant entrepreneur est multiplié par 6 ou 7. Et il touche C'est-à-dire que ça marche même si, c'est-à-dire que même ça a des effets bénéfiques, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on on travaille principalement avec les pépites, que vous connaissez, je pense, qu'un programme national déployé au sein des territoires, et auquel BPI d'ailleurs cofinance une partie des actions. Et on a mis en place 3 blocs qui veulent la sensibilisation, la maturation et l'accélération. Au-delà du financement des projets étudiants entrepreneurs, au-delà de l'accompagnement, et on en parlera tout à l'heure avec le financement des lieux, on réfléchit à la manière de voir comment la région peut aider un peu ses pitchouns
qui demande qu'à grandir et de voir comment impliquer mieux les agents de la région. Savoir que la région est impliquée sur un nombre conséquent d'actions à travers les transports, à travers l'enseignement supérieur, la recherche, le financement d'entreprise, mais également l'économie circulaire. Et on se rend compte qu'il y a une vraie demande de la part des étudiants pour être guidés, pour être coachés par les agents région au début même de leur projet. Oui, parce que on parlait de guichet unique. Tout à l'heure, on reviendra sur le terme de guichet unique à entrée multiple. Parfois on n'a que l'embarras, mais là, il y a l'embarras du choix. Pour le coup, quand on est étudiant, il suffit de toquer à la bonne porte. Exactement, peu importe le niveau de maturité de votre projet, peu importe la thématique, il y a des acteurs, là, il y en a peut-être même trop, c'est en train de se restructurer. À un moment, la blague était de dire qu'il y avait plus d'acteurs sur l'accompagnement que d'entrepreneurs. Bon, on est en train de... Le Covid... Ça s'est inversé quand même, rassurez-moi. Ça s'est inversé, le Covid également est passé par là, mais effectivement, il y a un nombre conséquent d'aides. Je n'ai plus en tête le nombre total d'aides à destination. Et là, je me retourne peut-être vers Étienne. Je ne pense pas que lui-même sache le... J'ai aucune idée du nombre d'aides, mais c'est assez impressionnant, effectivement, tout ce qui existe au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen et même. Au niveau européen, le dossier est très complexe également. Donc pour s'y retrouver, effectivement, il faut, je pense, avoir des acteurs de l'écosystème pour guider l'entrepreneur. Ça peut être la région, ça peut être des incubateurs, ça peut être un mentor. Pour vraiment bien s'y retrouver, bien comprendre tout ce qui existe. Il faut un Sherpa, quoi, quelque part. Hein. C'est ça. Exactement, parce qu'il ne faut pas rater il y a un timing à respecter, et effectivement, si l'entrepreneur ne se dirige pas vers le bon dispositif au bon moment, il peut rater le coche, et c'est ce qu'on essaye au maximum nous d'éviter. Alors Soufiane, allez-y. J'allais dire une dernière remarque sur le sujet de l'entrepreneuriat étudiant. C'est peut-être un des derniers vecteurs d'ascenseur social, parce qu'on parlait justement du financement qui n'est plus un problème. Et c'est vrai qu'on trouve maintenant un peu plus d'étudiants issus d'universités, un peu moins de grandes écoles, même s'il y a un gros travail à faire. Mais pour la personne qui n'a pas les moyens, maintenant trouver une source de financement n'est plus un problème. Et je crois que c'est vraiment un des derniers vecteurs d'ascenseur social. On trouve maintenant des profils. Ça peut être rassurant quand on n'a pas des parents capables de payer à sa place une année vierge. Quoi, exactement, notamment pour la Love Money, notamment c'est plus... On parlait tout à l'heure avec Étienne encore sur les prêts d'honneur, justement. Maintenant, c'est possible. C'est beaucoup plus facile de monter un projet de start-up qu'il y a maintenant une dizaine d'années quand on est jeune. D'accord. On parlait d'une slide tout à l'heure. Alors, si en régie, on peut passer la slide, alors on ne va pas la détailler de A à Z parce que c'est pas possible. Néanmoins, elle aura au moins le mérite, et je vous laisserai la commenter, Soufiane, de montrer l'ensemble des possibilités qui s'offrent à quelqu'un quand il a envie d'y aller, quoi, une idée, ou même plus, puisqu'on a du scaling, de l'expansion. Oui, alors, ça peut j'ai l'impression que c'est un peu la météo en disant, bon, quand vous êtes du côté de l'Ouest, médiation, maturation, vous avez les startup studios, les pépites. Non, il est vrai qu'il y a un nombre conséquent d'acteurs pour les structures d'accompagnement. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Néanmoins, les acteurs se sont structurés. On peut citer les pépites, notamment, qui sont des acteurs maintenant, qui sont devenus des acteurs incontournables sur le sujet de l'entrepreneuriat étudiant, au moins pour la partie sensibilisation, accompagnement. Ça peut être intéressant également pour des chercheurs, en fait, ou pour des doctorants qui ont un projet de start-up, de monter, de passer par les pépites. On en voit de plus en plus. Je ne sais pas s'il y a des référents pépites dans la salle, mais ils pourront peut-être... Si on pourra entendre leur témoignage après. N'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des questions, là, je vous regarde vous derrière la caméra et vous dans la salle. N'hésitez pas, les questions arrivent directement sur mon portable et on les posera à la fin de la table ronde dans quelques minutes. Allez-y, pardon. Et donc voilà, donc les pépites maintenant, l'État, je crois que le budget de l'État sur l'entrepreneuriat étudiant est passé de 1,5 million à 5 millions il y a environ 2 ans, donc ça montre qu'il y a une vraie tendance. Je vais également citer les offices de transfert de technologie qui sont des acteurs incontournables quand on est un projet de deep tech et qu'on veut monter un projet de start-up, le MESRI également. MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et alors l'innovation a été retirée. Voilà, alors, on peut en parler un peu d'actu, il n'y a plus le I d'innovation, on ne sait pas ce que ça veut dire encore, mais voilà, on saura dans quelques jours. Je l'ai dit par réflexe, mais non, quand vous voyez le nom conséquent, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des acteurs incontournables comme les CCI, les réseaux d'entrepreneurs, les Fab Labs également qui sont nécessaires notamment pour des projets plus hardware. Les pôles de compétitivité qui apportent, et les clusters, comme il y en a un certain nombre, comme Systématique, notamment, qui, au-delà de l'accompagnement des projets, au-delà de la mise en relation avec d'autres acteurs, aident un projet à se structurer, au moins sur un territoire, et puis sur une région à une plus grande échelle.
Au niveau des aides, c'est vrai qu'il ressort 3-4 acteurs incontournables, enfin je vais éviter de dire incontournables, mais qu'on voit régulièrement, bon, BPI, évidemment. Qui a un rôle systémique vraiment tout le monde parle de BPI France. C'est ça, et puis après il y a des collaborations entre nos structures respectives. En ce moment il y a l'appel à projet Sésame Filière, dont les auditions ont lieu en ce moment avec BPI. Il y a InnovUp également, dans le cas du PIA 3 et 4, j'ai un doute, pour le financement d'entreprises, pour des projets qui sont un peu plus matures, avec l'expérimentation, la faisabilité, etc. Une partie financement région, une partie financement BPI. L'État, avec les différents plans en faveur de l'industrie, avec le French Tech également qui compte. Et puis nous également, c'est aussi bien de parler... Nous la région. Nous la région Île-de-France, c'est aussi bien de parler de ce qu'on fait. Au-delà du financement des projets études entrepreneurs, au-delà du financement d'allocations doctorales, on finance aussi un nombre conséquent d'incubateurs. Incubateur ESR pour les enseignements supérieurs recherche. Donc pour des incubateurs d'école, encore une fois pour lier recherche et entreprise, et puis des incubateurs plus classiques comme du WILA, comme du WILCO, etc. Alors, vous avez résumé une partie de cette diapositive. On pourra, si vous donnez votre 06, vous pourrez l'envoyer à toutes les personnes qui l'adhèrent, parce que tout le monde a votre 06 maintenant. C'est bon. Vous avez des textos ou pas encore? Pas encore. Ça va arriver. C'est avec vous, Fabien, tout à l'heure qu'on parlait de guichet unique à entrée multiple. Alors, je vous rassure, et détrompez-moi si ce n'est pas le cas, connaître tout ça, c'est un métier en soi, quelque part. Et il y a des gens, dont vous faites partie, entre autres, Fabien, dont c'est le dada. Alors, d'abord, avant de vous répondre, je dois avouer quelque chose, en fait, d'assez honteux. En fait, j'ai une double vie. J'ai une vie, en fait, de start-upper, en fait, que j'ai présenté tout à l'heure, et j'ai ma deuxième vie qui est celle, en fait, de directeur, en fait, du pôle innovation, entrepreneuriat au niveau de la faculté des sciences d'Université Paris-Cité. Et dans ce cadre-là, j'accompagne soit des enseignants-chercheurs qui veulent déposer des brevets, qui veulent protéger des relations industrielles, qui veulent aller vers la start-up deep tech, ou aussi un nouveau volet qui est d'accompagner en fait des étudiants ou des alumni en fait de la faculté à créer leur propre projet de start-up deep tech. Voilà. Donc je voulais juste apporter cette petite précision là. Effectivement, ce diaporama en fait est assez classique. Il peut faire relativement peur puisqu'on peut, enfin quelqu'un qui n'est pas effectivement fin connaisseur du sujet peut se demander par quel biais rentrer ou par quelle voie rentrer de prédilection. Je pense que ce qui est vraiment important en fait, c'est de ne pas considérer ça comme en fait des réseaux fermés en fait qui ne se parlent pas. L'idée est de dire vraiment en fait on renverse la table. Ce qui est important, c'est qu'un porteur de projet, qu'il soit enseignant-chercheur ou étudiant, en fait, s'il vient avec un projet qui est crédible, j'insiste bien sur ce côté-là, il ne faut pas non plus que ce soit farfelu, du moment qu'il rentre en fait par un biais, que ce soit une université, un incubateur, le BPI France ou autre, il sera toujours de façon recadré ou remis dans une direction en fonction de ses besoins et en fonction de son niveau de maturité. Et ça, je pense que c'est vraiment une nouveauté peut-être par rapport à ce qui existait il y a quelques années. Là, vraiment, en fait, l'ensemble des acteurs est au service d'un projet et c'est pas un projet qui doit en fait défricher entre guillemets son guichet. Oui, ce sera le boulot des gens qui sont derrière la porte. C'est une question à laquelle d'orientation. il aura toqué. C'est une question d'orientation et effectivement, en fonction encore une fois de la maturité et des besoins de financement et des besoins de développement, en fait, on sera en fait au sein de l'écosystème orienté qui vers un organisme de recherche, INSERM Transfert ou CNRS Innovation par exemple, ou vers des incubateurs ou vers des pépites, effectivement en fonction des besoins. C'est le sens du projet que vous portez à l'Université de Paris? Alors, sur le projet en particulier, donc qui s'appelle Project Factory, c'est vraiment en fait partie d'un constat que moi je porte depuis assez longtemps, enfin avant d'être dans ma double vie start-upper et en fait valorisation. J'ai été directeur d'un incubateur ESR et finalement le constat que je faisais avec mes autres collègues était de dire que on avait beaucoup de projets portés par des enseignants-chercheurs. Donc ça, c'était très bien. Parfois, en fait, des projets orphelins, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs qui ne voulaient pas devenir CEO, CF, la table ronde qu'on a eue précédemment. Et d'autres fois, on avait des porteurs de projets étudiants qui étaient soit à la recherche en fait, d'un projet intéressant, soit eux-mêmes porteurs d'un projet. Et pour ces derniers profils-là, la difficulté était que souvent, ils venaient avec un niveau de maturité de leur projet
parce qu'il y avait des problèmes d'accès à des financements, etc., qui pouvaient être compliqués. C'est-à-dire que avant de rentrer dans un incubateur, il faut malgré tout avoir un certain niveau de maturité, c'est-à-dire ne pas venir uniquement au stade de l'idée, mais au moins avoir un concept, avoir une maquette un peu fonctionnelle, etc. Et donc ce qu'on cherche à faire dans le cadre du Project Factory porté par l'Université Paris-Cité, c'est justement peut-être de rajouter cette brique technologique qui manque un petit peu à destination vraiment des porteurs de projets étudiants ou alumni en fait, de projets Deep Tech, c'est-à-dire leur donner les conditions suffisantes pour pouvoir passer du stade du concept à un premier prototype, à une première maquette. Et donc on va mettre à disposition des ressources de type Fab Lab, donc dans les différents campus. On va mettre à disposition en fait, des espaces de coworking et également des financements. Et surtout, l'accès en fait, à des plateformes de recherche. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important dans le côté Deep Tech, c'est effectivement le lien avec des plateformes scientifiques et techniques qui vont être en appui pour appuyer le développement d'un projet. Et donc là, nous, on se porte garant justement pour financer, accompagner ce type de projet sans rien demander par ailleurs. Et effectivement, une fois que ces projets ont un niveau de maturité suffisant, on passe le relais à nos amis incubateurs ou autres. Voilà. Donc c'est destiné aux alumni, comme on dit, aux étudiants de l'université, alors on dit plus l'université de Paris, pas de Paris-Cité, pardon. Je suis sûr que j'allais faire la bourde à un moment donné. Alors, Vous en pouvez en accueillir Paris-Cité, combien ? oui. Alors, Université Paris-Cité, l'Université Paris-Cité est un ensemble qui est assez grand avec 3 facultés. Pour l'instant, c'est déployé au niveau de la faculté des sciences, donc on se trouve dans un des bâtiments de la faculté des sciences, mais c'est voué à terme en fait à être ouvert à l'ensemble des étudiants en fait de la faculté, de l'Université Paris-Cité. Donc si vous avez une idée, une envie, vous avez une porte à laquelle toquer et c'est la vôtre. Exactement, et je donnerai mon 06, mais plutôt en privé. Non, non, bon, tant pis. Alors Joël, je me tourne vers vous. Maintenant, vous êtes CEO et chercheur. CEO, chercheur, vous êtes les deux. Vous incarnez un petit peu le parcours, pas la fin de parcours. Vous allez nous raconter ça de la Deep Tech. Alors vous êtes CEO de Hermium Therapeutics. Hermium Therapeutics, on va pas être trop technique, mais c'est des petites molécules pour les maladies auto-immunes. J'ai bon ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est ça ? Quel est votre parcours de financement dans Hermium Therapeutics ? C'est une société fondée par des chercheurs, dans un laboratoire. Voilà. D'accord. Alors juste une précision, je suis effectivement CEO d'Hermium Therapeutics, chercheur, c'était il y a un certain nombre d'années, pas si éloigné que ça, mais je ne suis pas directement chercheur en ce moment. C'est les équipes qui le font. Alors le parcours d'Hermium Therapeutics, il est un petit peu, il a une originalité. Donc c'est le fondateur scientifique de la société qui travaille dans ses murs, Jean-Philippe Herbeval et son équipe, qui ont fait une découverte en identifiant une cible avec un potentiel pour dériver des médicaments à effet anti-inflammatoire. Et Jean-Philippe a bien sûr interagi avec la SAT pour la protection de brevets. Il a fait l'objet d'un financement de maturation conséquent qui lui a permis d'atteindre certains concepts sur cette idée, mais avant d'atteindre ces concepts, même à partir de ses premiers résultats, ses preuves de concept, avant de les atteindre, il s'est mis en relation avec des financeurs possibles. Et pendant cette phase de maturation, il a pu, grâce aux résultats qu'il avait obtenus, faire en sorte qu'il y a un fonds d'investissement, en l'occurrence Kurma Partners, qui est un des principaux fonds français dans les sciences de la vie, qui a suivi le projet, qui a aussi échangé, qui a amené aussi un partenaire industriel qui connaissait bien le type de cible sur lequel Jean-Philippe et son équipe travaillaient, et qui donc, avec un échange très fécond, il y avait aussi la SAT Erganeo qui était là, ont fait progresser le projet dans une direction qui n'aurait peut-être pas été tout à fait celle qui aurait été celle suivie si le projet avait maturé dans l'environnement du laboratoire. Voilà. Ce qui a permis de définir des jalons à atteindre, des moyens, comment les atteindre, et à partir de ces jalons, de dire s'ils sont atteints pendant la phase de maturation, on pourra créer une société et la financer quasiment dans la foulée. C'est ce qui s'est fait. Voilà, et c'est ce qui s'est passé, puisque à l'issue de cette maturation, il y a eu une décision par Kurma Partners, par Domaine Therapeutics, par Jean-Philippe Herbeval de créer la société, puis aussi la SAT Erganeo. Et là, on a les fondateurs de la société, et la société a été fondée et a tout de suite été financée à hauteur de 6 millions d'euros.
Voilà. Donc c'est un exemple un peu, je ne vais pas dire atypique parce que ça se fait, mais un petit peu exceptionnel, je dirais. Pourquoi exceptionnel? Parce que vous avez commencé... Parce qu'il y a eu un dialogue très Ouais. en amont, et peut-être le message aussi, un message à faire passer. Non, chaque projet a ses spécificités, mais moi en tout cas je recommanderais aux gens qui portent des projets, une fois qu'il y a une certaine maturité dans la vision sur le projet, où est-ce qu'il faut aller, c'est d'engager le dialogue avec des investisseurs. Ce qui est important, c'est de montrer à un investisseur qu'on a une vision, qu'on a un actif à un temps donné, qu'on a une vision sur le projet, et aussi d'écouter ce que disent les investisseurs, parce que c'est des partenaires, hein, ils sont là pour financer le projet, bien sûr, il faut qu'ils retirent leur bille à la fin en faisant un plus. Mais c'est des partenaires sur le projet, ils ont aussi une expérience, et il faut pouvoir en bénéficier au travers des échanges qu'on peut avoir avec eux. Donc en tout cas c'est un conseil que je formule et que je pense est important. Il y a d'autres projets pour lesquels ça c'est pas forcément justifié, mais l'échange avec les investisseurs est très important. Un tout petit point de bio, donc vous disiez vous étiez chercheur, parce que vous êtes CEO aujourd'hui. Quand est-ce que c'est fait la bascule et surtout pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant. La bascule, donc j'ai créé une société de biotech il y a un peu plus de... il y a 14 ans. Et à ce moment-là, oui, j'ai décidé de franchir le pas parce que j'avais fait à peu près 20 ans de recherche dans différentes structures, à la fois en grande pharma et puis dans des biotech. J'ai franchi le pas de l'entrepreneuriat en devenant CEO. Voilà, bon. Pourquoi? C'est parce que c'était le moment où j'avais envie de le faire. C'était pas à la demande des investisseurs, parce que c'est parfois le cas, les gens veulent... Non, parce que là, j'étais fondateur avec des scientifiques, mais j'ai franchi le pas, voilà. Voilà, ensuite, je pense que c'est comment on le ressent, comment on a envie de le faire. Hein. Je vais pas dire c'est bien d'être CEO ou c'est pas bien d'être CSO ou vice-versa. C'est vraiment comme chacun le ressent et envie de poursuivre. On parle de recherche de financement. Aujourd'hui, la recherche de financement, c'est votre travail, concrètement. C'est une bonne partie de mon travail. C'est très chronophage. On va communiquer sur un financement supplémentaire qu'on vient de réaliser. Qui s'est concrétisé la semaine dernière, mais on va communiquer dans les 15 jours qui viennent. Oui, ça m'a pris à peu près la moitié de mon temps sur une année, quoi, voilà. Donc c'est très substantiel et on est content quand c'est derrière soi. C'est le nerf de la guerre, le financement. C'est une question un peu bateau et attrape-tout, mais j'ai envie de vous la poser à tous les trois. C'est le nerf de la guerre quand on commence quelque chose? Oui et non. En tout cas, quand on démarre un projet, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir directement certaines mesures, j'entends, on va vouloir du financement très vite. Il faut d'abord se poser les bonnes questions, il faut d'abord bien penser à son projet, à son modèle d'affaires, à sa cible. Donc il y a quand même une phase de préparation qui peut prendre 3 à 6 mois, voire même 1 an pour des projets plus deep tech. Donc oui et non, mon capitaine, pour répondre à votre question. Après oui, évidemment, c'est le nerf de la guerre, notamment pour des projets plus hardware, plus sciences dures. Oui. Parce qu'il y a besoin de fonds importants. Exactement, pour financer les R&D. Et parfois, des projets peuvent être lancés au bout de 5 ans de R&D et finalement avoir des démonstrateurs au bout de même voire plus longtemps. Donc ouais, c'est le nerf de la guerre, mais il y a, en tout cas pour les jeunes, enfin pas pour les jeunes, mais pour les projets qui démarrent, il y a quand même une phase de préparation à avoir. Oui, parce que ça s'apprend à aller chercher des financements. Exactement. Vous voulez réagir? Ouais, enfin là pour le coup, je vais citer mon autre casquette, plutôt entrepreneur. Moi aussi, je pense qu'on a aussi nous un profil un peu exotique en fait dans l'univers des startups deep tech, puisque ça fait quelques années qu'on existe maintenant et on a, j'allais dire, le luxe pour l'instant, ou le confort en tout cas, de ne pas pouvoir faire encore rentrer d'investisseurs dans notre portefeuille et de s'être développé grâce quasiment exclusivement en fait au concours, notamment ceux portés par le ministère de la Recherche et par BPI France. Donc I Love aussi. I Love, c'est sympa aussi, mais c'est pas, en l'occurrence, c'est pas ça. BPI, si vous voulez. Non, on a eu la bourse French Tech Emergence pour commencer, donc effectivement sur des premières maquettes. Ensuite, on a eu iLab, donc qui valorise le fait qu'on ait sur un projet qui est issu de la recherche. Puis ensuite, dernièrement, l'an passé, on a eu iNov, qui nous permet effectivement de franchir encore une étape supplémentaire. Et donc, grâce à l'ensemble de ces financements,
on a pu finalement passer d'une maquette ou d'un concept un peu éclairé à aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, en fait, plutôt un dispositif déjà pré-industriel qui ressemble comme de gouttes d'eau en fait au produit industriel final, ce qui nous permet d'aller voir non seulement des partenaires utilisateurs pour leur montrer ce qu'est le produit et les convaincre et qu'ils adhèrent en fait, mais également voir des partenaires industriels qui pourraient être nos futurs distributeurs ou nos partenaires en fait, avec lesquels on pourrait s'adosser. Alors, je réagis juste à ce que vous disiez tout début de votre allocution. Vous disiez, on a eu je ne sais plus si c'était le plaisir voilà, de travailler sans investisseurs au départ. Je dirais le confort. Le confort, voilà, c'est voilà. ça. C'est pas le plaisir, le confort. Pourquoi ? Alors c'est un confort ou un luxe, chacun trouvera le terme qui pourra mettre dessus. Le confort dans le sens où quand vous faites rentrer un investisseur, forcément vous partagez le capital, et quand le projet est à un stade encore très immature, effectivement la valeur de l'entreprise ne vaut pas grand-chose. Donc le montant de l'investissement est aussi fonction de l'idée que vous apportez. Oui. Plus on va avancer dans le côté développement industriel, plus on va aboutir vers un produit qui non seulement en fait rencontre son public, qui est effectivement avec un contrat industriel ou un contrat de partenariat, etc., va être fort, plus vous allez apporter de la valeur finalement à l'entreprise, et plus ça va être facile de négocier avec un investisseur. Étienne, cet exemple-là n'est pas une règle. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règle, qu'il y a des cas particuliers qui doivent être traités particulièrement, quoi. Oui, complètement. Après, là où je rejoins le fait que ce soit le nerf de la guerre, même si on ne recherche pas forcément un investisseur, le fait de s'y confronter permet quand même deux choses à mon sens: formaliser et structurer le projet, et aussi se rendre compte de la réalité financière des choses. C'est-à-dire qu'on va parler d'un projet dans ses premières phases. Les gens vont être a priori assez enthousiastes, parce que vous allez en parler à des gens que vous connaissez, à qui forcément le projet va tenir à cœur, ou en tout cas il va avoir une attache à vous. Ouais. Il va y avoir des premiers retours qui vont peut-être être très bons. Et derrière, il y a une réalité économique, il y a une réalité financière. Et même si on n'a pas forcément besoin d'investir à un instant T, le fait de s'y confronter permet quand même d'avoir des vrais retours. Le témoignage juste avant est assez frappant, de dire voilà, en fait, il nous manque peut-être un profil business aujourd'hui pour aller chercher ces investisseurs ou ces financeurs. Si on s'en rend compte au moment où on a zéro de trésorerie, c'est trop tard. Je pense que ce rôle, c'est le nerf de la guerre, dans le sens où ça permet quand même de structurer son projet, de se poser les bonnes questions, de mettre le business plan un peu à plat, de se poser les questions de l'équipe, est-ce qu'on est suffisamment structuré ou non. Et le deuxième point, du coup, c'est aussi en termes de visibilité. Avoir ces financements, ça permet aussi d'avoir une visibilité un peu plus longue. On est sur des projets deep tech aujourd'hui, donc on est sur des projets qui ont forcément sur du temps long. Pour pouvoir le mener dans de bonnes conditions, pour pouvoir structurer une équipe, recruter des profils, des talents, et pouvoir les conserver dans le temps, c'est quand même important de pouvoir leur apporter aussi une certaine sécurité avant de pouvoir les faire venir. Et puis même pour vous en tant que fondateur ou en tant que cofondateur, avoir cette assise financière va vous permettre d'être plus serein dans le day-to-day, et de pouvoir aussi vous concentrer sur les autres problématiques opérationnelles de la start-up. Donc je pense qu'effectivement, pouvoir régler ce problème le plus en amont possible, en tout cas s'y intéresser le plus en amont possible, permet quand même d'éviter un nombre d'écueils assez important dans le futur. Oui, je vais vous faire intervenir justement, parce qu'on a deux cas du coup très différents. Et ce que je voulais dire sur le rôle clé du financement, c'est clé, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour les startups deep tech, elles reposent sur des résultats qui sont sur des aspects scientifiques très pointus et très focalisés. Et c'est très important qu'ils soient en cohérence par rapport aux produits qu'on cible. Donc on est data-driven, et le financement est là pour mettre du pétrole dans le réservoir, mais il faut avoir le moteur qui va permettre d'avancer. Et c'est ça qui est le fondamental de nos sociétés, c'est que l'équipe de R&D doit être vraiment extrêmement performante et bien maîtriser son sujet, et avoir tout ce qu'on appelle, pour utiliser un terme anglo-saxon, les capabilities pour le réaliser. Merci Joël. Alors j'ai envie que vous pensiez, que vous disiez un mot peut-être à ceux qui nous écoutent derrière la caméra. Si vous aviez un bon conseil, une bonne orientation, ce serait laquelle ?
Alors, Prenez les risques de vous tromper. Ouais, je rebondis juste sur ce qui a été dit juste précédemment. C'est vrai que nous, enfin, encore une fois, mon propos peut être ambigu en disant effectivement, on a eu le luxe de pas avoir d'investisseurs. Là où on a été quand même en fait challengé, où on s'est forcé à être challengé, c'est qu'on a mis très tôt dans la boucle en fait des rencontres avec des industriels du secteur qui nous ont effectivement bien indiqué aussi, ou sur lequel en fait on a eu on a été qualifié à différents niveaux, français, européens, américains en fait sur nos produits, sur les idées, les concepts, etc. avec des challenges assez importants en fait, et ça nous a aussi permis d'être cornaqués ou d'être un peu challengés justement, un peu le rôle de l'investisseur que Joël évoquait tout à l'heure. En fait. Il n'y avait pas de déni de réalité de votre part, quoi. C'est ça. Non, l'idée n'était pas effectivement de basculer dans le côté. Il y a des subventions publiques chouettes, je vais rester dans ma bulle et puis une fois que je suis à sec, je vais aller voir si mon produit répond à quelque chose. L'idée, effectivement, je souscris complètement. Il faut se confronter vraiment à la réalité très tôt et se mettre en danger peut-être en allant voir des prospects, utilisateurs, en allant voir des partenaires industriels, peut-être très tôt, sans forcément griller des cartouches pour autant. Étienne, Soufiane, en fait, oui, la vie commence quand on quitte votre giron, quelque part, quoi. C'est ça, et en fait, pour rebondir sur ce que disait Fabien, il y a parfois un écueil, on voit un certain nombre de projets qui gagnent un nombre conséquent de concours ou de subventions publiques pour financer les R&D. Mais quand ils se confrontent à des investisseurs privés, ils n'ont pas forcément leurs produits finis. Et il y a une sorte de frein. Et ils ont pu survivoter, ou en tout cas bien avancer sur leur projet, mais quand on se retrouve face à des acteurs privés, c'est complètement différent. Ils veulent un produit fini, et on en a vu en fait un peu des licornes ou stars de 1 an, voire même 2 ans, qui ravent tous les concours, mais qui à un moment se retrouvent aux réalités du terrain. Et je rejoins ce que disait Fabien en disant il ne faut pas hésiter à se confronter à tout type d'acteurs et à se challenger. Et moi, je pense que c'est le conseil que je donnerais, ne pas hésiter à se confronter son projet, bien s'entourer et puis et avoir une bonne structure de veille pour ne pas consacrer énormément de temps. C'est bien de consacrer du temps à la recherche de financement, mais il ne faut pas oublier qu'en ligne de mire qu'il faut bien avancer sur son projet. Et on a parfois justement ces écueils où on a des porteurs qui vont candidater. Ils vont à la chasse aux subventions et aux aides, oui. Exactement, et finalement ils ne se retrouvent pas à avancer sur leur projet. Vous êtes d'accord, j'imagine, avec ça? Je suis totalement d'accord, effectivement, faut pas défocus le projet pour justement aller répondre à un concours ou aller essayer de toucher une subvention. C'est plutôt effectivement l'idée inverse, c'est d'abord on a le projet et on va essayer de trouver les sources de financement qui correspondent pour financer ce projet. Sinon on perd quand même de vue l'idée de base, qui est de tout dire que derrière il doit y avoir un client, il doit y avoir un marché. Si on essaye de répondre que à des subventions, on ne répond pas forcément à cette problématique. Et on ne se confronte pas à la réalité. Et on ne se confronte pas effectivement à la réalité. Et l'autre point, je pense que c'est important de garder en tête qu'il y a une sorte de triptyque des financeurs entre les aides publiques, donc l'État, la région, BPI-France, l'Europe, les banques, qui interviennent en général un peu plus tard, et les investisseurs privés qui incluent fonds d'investissement et business angel. Et les trois types d'acteurs interviennent un petit peu ensemble. Et il y a une espèce de cercle vertueux qui se fait. Dans un premier temps, c'est forcément les aides publiques qui interviennent le plus facilement, parce que là, on est là pour prendre du risque, pour permettre à un projet d'atteindre la maturité technologique qui lui permet justement potentiellement d'aller chercher des investisseurs. Et une fois qu'il y a ces investisseurs, on peut potentiellement réintervenir ou les banques peuvent prendre le relais pour faire effet de levier sur une levée de fonds. Mais je pense qu'il faut effectivement pas essayer de prendre le problème dans le bon ordre et il faut essayer de mobiliser un petit peu les acteurs entre eux. Il y a quand même toujours un effet un petit peu attentiste. L'investisseur privé va attendre le premier qui fait un pas par un concours ou par une aide publique. La banque va attendre qu'il y ait des investisseurs et qu'il y ait potentiellement BPI-France ou la région. Donc parfois on a l'impression que ça se mord un peu la queue, mais si on y réfléchit d'un point de vue risque de chacun, on se rend compte qu'effectivement chacun a une place bien précise. C'est ce qu'on voyait sur la slide de tout à l'heure. Et que si on trouve le bon interlocuteur au bon moment, a priori, une fois que c'est lancé, ça s'enchaîne plutôt bien. Si on s'y prend suffisamment en amont et que le projet est bien ficelé, encore une fois, il y a un côté aide publique qui est là vraiment pour dérisquer un projet et le permettre de passer à l'étape suivante, de continuer à accélérer, de résoudre certaines failles de marché. Il y a des acteurs privés qui, eux, vont avoir une optique financière de faire une rentabilité sur le projet. Donc effectivement, si on perd un petit peu de vue le risque et les enjeux de chacun, on risque d'aller voir le mauvais acteur au mauvais moment. Effectivement, comme le dit Soufiane, il y a un moment où les investisseurs vont avoir besoin d'une traction commerciale ou de démontrer qu'il y a un produit qui arrive et des clients qui existent, un marché.
Les banques vont avoir besoin d'un peu de visibilité sur quand est-ce que vous allez pouvoir rembourser votre emprunt. Et donc effectivement, si vous arrivez au mauvais moment avec votre projet vers ces acteurs-là, vous allez leur faire peur et il n'y aura pas une réponse positive. Okay, question très basique que je dessine à vous deux qui avez cette relation avec les investisseurs, c'est quoi une discussion avec un investisseur? C'est une sorte de jeu de go où on avance, comme ça on fait des stratégies, ou est-ce qu'on raisonne en pleine transparence avec carte sur table? Non, je pense qu'il faut être très transparent et très direct. Quand on voit un investisseur, on n'a pas la journée, on a un pitch d'une demi-heure, voire 1 heure. Donc il faut savoir être extrêmement synthétique sur le projet. Il faut savoir aussi s'adapter parce que des investisseurs n'ont pas tout à fait les mêmes attendus, les mêmes agendas, les mêmes moyens financiers. Donc il faut savoir anticiper et puis il faut savoir écouter. Et le dernier point, je dirais, qui est sans doute le plus montrer qu'on a la bonne équipe qui va s'adapter, qui va évoluer, qui va réfléchir, voilà. Et écouter ce que dit l'investisseur et revenir le voir une fois qu'on a fait certaines choses, ou du moins qu'on a progressé. Parce que si on revient le voir et qu'on n'a pas progressé, je pense que c'est fini, il n'y aura pas de troisième chance. Il peut y en avoir une deuxième quand même. Non, le tout c'est de lui demander. Non, il y en a une deuxième, mais c'est de montrer qu'on a progressé, qu'on a fait des progrès, et que dans l'intervalle de temps, on a aussi un peu écouté, pris en compte ce qu'il a dit. Et de manière, il y a un dialogue. On peut être en contact avec un investisseur pendant des années pour finalement qu'à la fin, il y ait un très gros investissement qui se fasse. Et il suit la boîte, il voit son évolution, ça lui donne confiance. Donc c'est vraiment important d'avoir des contacts, alors pas avec la terre entière, mais avec un certain nombre d'investisseurs, très très en amont sur le projet. Fabien, Soufiane, et puis on se dirigera vers la conclusion de cette table ronde. Ouais, je souscris complètement en fait. Alors pour le coup, encore une fois, nous on n'a pas fait de rentrée d'investisseurs, mais dès la phase de même anté-création, moi j'avais déjà pris contact en fait avec des investisseurs en fait qui nous suivent comme ça régulièrement pour savoir comment on évolue et autres. Je pense qu'il y a un autre élément qui est assez fondamental, qui est tout à l'heure on a parlé dans une table ronde précédente de l'équipe. Je pense que ce qui crédibilise aussi le projet, c'est d'avoir une sorte de comité de pilotage ou de board, quel que soit le nom qu'on lui donne, de gens qui soient de l'extérieur, qui sont une sorte de conseil d'administration qui ne dit pas son nom finalement, qui va aussi permettre de crédibiliser le projet. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, par exemple, on a des représentants médicaux qui effectivement donnent une sorte de go, de valence en fait médicale, mais on a aussi en fait des partenaires en fait qui sont issus de l'industrie ou de la distribution, qui effectivement crédibilise finalement la stratégie qu'on a eue depuis le départ. Donc ça, je pense que c'est des éléments pour rassurer et pour séduire peut-être des investisseurs ou en fait les dérisquer en fait des relations. Soufiane, 2 choses en fait. Je vais rebondir sur ce que disait Joël sur le fait d'accepter la critique et de se remettre en question. Oui. En général, surtout quand on démarre. Il n'y a pas de mais. Je m'attendais à un mais. Oui, mais non. Non, en fait, je valide complètement pas de mais parce que quand on démarre un projet, il faut être capable d'encaisser la critique, de se remettre en question pour être capable d'avancer sur son projet, soit de pivoter, soit de. Et on organise chaque année des petits tickets justement de 2-3 000 € qui aident pour les étudiants entrepreneurs qui aident à leur financer la R&D. On leur fait passer des auditions. Et on les challenge un petit peu. Et on voit comment ils réagissent. Si on voit qu'ils réagissent bien, on se dit, bon, ok, en général, c'est des jeunes qui ont des démarches d'entrepreneurs et qui font les choses dans le bon ordre. Ceux qui encaissent assez mal la critique, on le voit dès le départ, au début de leur pitch. Et c'est des projets qui, en général, sont persuadés d'avoir la bonne idée et périclitent peut-être quelques mois, voire 1 an plus tard. Je rebondis sur ce que disait ensuite tout à l'heure, et promis j'arrête, je voulais parler sur ce que disait Étienne tout à l'heure, sur cette complémentarité entre les acteurs de l'écosystème. Maintenant, l'écosystème est en train de se structurer avec des référents, en tout cas qui sont bien identifiés. L'objectif maintenant, c'est de créer un parcours. Cette tentative de slide a été en tout cas un prémisse. C'est vrai qu'il y a tellement d'acteurs que c'est dur de se retrouver en disant j'ai un projet de tech, j'ai un projet deep tech, j'ai un projet... À différents niveaux de maturité, c'est très dur de se retrouver dans cette un peu jungle de l'écosystème. C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, mais il faut se dire qu'il y a maintenant des parcours qui sont en train d'être créés et que si vous avez un projet startup, il y a des acteurs qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner et puis pour vous financer. Merci beaucoup Soufiane, merci Fabien. Si vous avez des questions, on les prend avec plaisir. Ah, une question d'Amanda qui est en bas. Si on peut lui donner un micro. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette discussion. J'ai une question pour Joël. C'est vrai que quand on voit votre parcours, on voit que vous avez plusieurs vies, comme chercheur, innovateur qui a créé sa start-up et après CEO. Est-ce qu'il y a une prochaine vie? On avait parlé qu'il y a certains qui deviennent business angel. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à faire à Hermium, beaucoup de choses intéressantes à faire, mais est-ce qu'il y a déjà une autre vie en vue? C'est ça la question. Troisième vie alors. Pour l'instant, non. Je suis content dans ce que je fais. Je pense que j'en resterai là. Ouais. Ensuite, c'est les événements qui décideront aussi, parce que c'est aussi, souvent dans la vie, c'est une question d'opportunité. Mais je trouve que le métier de CEO, ou de start-upper, parce que c'est pas que CEO, c'est start-upper, pardon, pendant le terme plus générique, c'est extrêmement épanouissant, voilà. Parce qu'on démarre sur un projet, sur des idées, sur des premiers résultats, et ensuite on recrute une équipe qui va travailler ensemble, qui va développer le projet, qui va le faire grandir, on va gagner en maturité. Et on a la chance dans le domaine de la santé, c'est d'avoir en ligne de mire des patients qu'on veut guérir ou qu'on veut aider pour lesquels on veut améliorer la qualité de vie, et c'est très valorisant, quoi, voilà. Merci à vous. Et est-ce qu'il y a encore une question? On a le temps pour une question encore. Si vous en avez une en tête, on l'écoute. Allez, une dernière question. Bonjour. Excuse-moi, Bozio. My French is not good. Can I speak in English? You can, I think. Oh, thanks. I am about to finish my M2 Masters in Research program, Masters in Public Health. So my question is, being a foreign student, not good at French, is it possible to start a startup project? And this is the first question. And second, how long will it take from ideas? I have my own ideas that I have been building on my mind for the last 3 or 4 years, but I think this is the perfect place and suddenly come up. So how long will it take to implement an idea into the market, and which is one of the important part is the financing. If you could elaborate it, it would be really helpful personally for me. At the first questions, I think we had the testimony of Amit just a few hours ago. He's not speaking French. I mean, a little bit, but not enough to work. He speaks English, so it's possible. And for the second question, if you can answer. To complete on the first question, to have access to the financing, it's not a big problem in France that you speak only English. And for how long it would take, it really would depend on your project and how much research it would necessitate before you can reach the market. How long it would take you to reach the product market fit, if it's on your first try, if you have to pivot and do it again. So what I can say is, from what I saw, it's a long fight, and it's like many years before you really can find the success as an entrepreneur. And maybe Joël and Fabien can complete on that. But if you're here on a startup project for less than 5 years, or even if you don't see it if you don't see yourself working on it for 5 to 10 years, it's going to be hard to be able to convince an investor to come in your project, because they will be here for at least 5 to 8 years in your project. Okay, and just and is there any fixed stepwise protocol at the BPI France to implement an ideas into market? Is there any fixed step by step that you have to cross this step, then that step, then that step? And is it available to get in paper form so that I can read it and prepare myself? I'm not sure I understood the question, sorry. I understand. I mean, is there any special protocol or the rules that I need to complete to get finance?
What you need first is to create the company, the French company. To do that, I think you might need a visa, but as a student with visa, I think you can actually create a company in France. I'm not a specialist. It's possible if you get a visa to create your own startup. And there is also like French Tech Visa, which allow you to have easier access to foreign talent in France, to bring them in France that you can apply to. There is many possible things to do. I don't think there is one simple way to do it from point A to point B, but there is possibilities, and I don't think it's going to be a limiting factor. Thank you. Thank you so much. If I can complete, there's more and more initiatives for foreign international students in campuses. So are you here in this campus or is it another university? All right. So I think there's more and more initiatives and funds for foreign students. So I suggest we gotta go to the talk after. We have a networking and cocktail session just right after the conclusion, so you might speak with our experts here, no problem. Joel, last word in English. Concerning your question about you have an idea on how long does it take to have a company which is sustainable, funded. I would, if you want to have a shortcut, I would encourage you to, in your area of scientific expertise, in the labs you have in your network, to see whether there are already some results that are amenable for company creation. So you would gain some time and at least have already gone over a few hurdles. Merci Joël, merci à vous quatre. Je ne sais pas si on a des nouvelles de Nathalie Cartier. Si c'est le cas, je vais l'inviter à monter sur scène pour son témoignage. Et si ce n'est pas le cas, je vais conclure à bientôt avec les 4 intervenants de cette journée. Merci à vous, on peut les applaudir. Conclure cette étape parisienne du Deep Tech Tour.